Un week-end ensanglanté pour l'armée camerounaise. 6 soldats ont été tués dans une attaque attribuée à Boko Haram. De nouveaux cas de contamination à la Covid-19 affolent les compteurs en Libye. Les autorités du pays en riposte ont lancé une campagne de vaccination de proximité. Des Brésiliens réclament la destitution de leur président. Ils étaient à nouveau des milliers dans les rues contre Jair Bolsonaro. Bonsoir et bienvenue à ce journal. 8 chefs religieux chargés de désigner le président de la stratégique commission électorale en République démocratique du Congo ont donné de la voix ce week-end. Ils ont dénoncé des menaces de tous les côtés visant à perturber ce processus laborieux, entré dans sa phase finale. Reportage. Relancé depuis mars, après de violentes manifestations en juillet 2020, le processus de désignation par les confessions religieuses du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI doit se clôturer au plus tard le 28 juillet. Permettez-nous de dénoncer des pressions, des intimidations et des menaces de toutes sortes dont sont victimes certains membres de la plateforme pour nous empêcher de faire librement notre travail, a déclaré lors d'une conférence de presse l'abbé Donatien Ncholet, porte-parole des confessions religieuses. Nous mettons en garde toutes ces personnalités déjà identifiées si jamais un malheur arrivait à l'un de nous dans ce contexte, a-t-il ajouté, réaffirmant la détermination des chefs religieux à faire aboutir le présent processus électoral qui doit obligatoirement inaugurer une nouvelle ère des élections mieux organisées pour l'alternance démocratique en 2023. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a déjà annoncé qu'il briguerait un second mandat lors de l'élection présidentielle censée se tenir en décembre 2023. Une proposition de loi controversée déposée récemment prévoit que seuls les Congolais nés de 2 parents congolais puissent se présenter. Si cette loi est votée, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, né d'un père italien et d'une mère congolaise, qui affiche ses ambitions pour la magistrature suprême, serait exclu de la course. En juillet 2020, des manifestations violentes avaient éclaté à Kinshasa pour dénoncer l'entérinement par l'Assemblée nationale d'un nouveau président de la CENI, Ransard Molonda, accusé d'être proche de l'ancien président Joseph Kabila. Au moins 5 manifestants et un policier avaient été tués. La CENI, dont le mandat est échu depuis juillet 2019, est accusée par l'opposition depuis 2006 d'organiser des élections truquées ou de ne jamais publier les véritables résultats issus des urnes. Au Cameroun, au moins 6 soldats ont été tués samedi dans une attaque de Boko Haram. Ils ont péri dans l'extrême nord du pays où sévissent les djihadistes. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la région. Reportage. L'attaque des djihadistes a eu lieu à Sagmé, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Nigeria où est né Boko Haram. Un rapport de la police, confirmé par plusieurs sources locales, a fait état de la mort de plusieurs soldats. Les membres de Boko Haram sont venus vers 4 heures du matin à bord de 6 véhicules lourdement armés. Nous déplorons la mort de nos 6 soldats qui sont tombés sur le champ, les armes à la main, et il y en a eu 4 qui ont été blessés, a déclaré le gouverneur de la région de l'extrême nord du pays. Les membres de Boko Haram et d'une branche dissidente, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, multiplie ces dernières années des attaques meurtrières contre les forces de sécurité et les civils dans l'extrême nord du Cameroun, comme dans les régions limitrophes des 3 pays voisins, le Nigeria, le Niger et le Tchad. Ils y enlèvent fréquemment des civils, notamment des femmes et des enfants. L'insurrection de Boko Haram est née en 2009 dans le nord-est du Nigeria avant de se propager dans les pays voisins. Depuis, plus de 36 000 personnes, principalement des Nigérians, ont été tuées et 3 millions ont dû fuir leur domicile selon l'ONU. Boko Haram a confirmé mi-juin la mort de son dirigeant historique Aboubakar Shekau dans des combats contre l'ISWAP. Alger a porté plainte vendredi pour diffamation auprès de la justice française contre l'ONG Reporters sans frontières. Cette ONG a accusé Algérie d'avoir eu recours au logiciel israélien Pegasus à des fins d'espionnage avant de revenir sur ses affirmations.
La plainte déposée par Alger vise des déclarations de Reporters sans frontières publiées le 19 juillet sur son site, a affirmé l'ambassade d'Algérie en France. Dans ces déclarations, RSF affirmait que l'Algérie figure parmi les pays en possession du logiciel Pegasus et que le pays l'utiliserait pour espionner d'autres parties. L'ONG avait ensuite rétropédalé, publiant vendredi un erratum. Dans un premier temps, nous avons fait figurer l'Algérie dans la liste des pays clients de NSO, la société israélienne ayant conçu Pegasus. Cette erreur, que nous regrettons, a été corrigée. Outre leur caractère diffamatoire et mensonger, ces allégations inadmissibles relèvent de la manipulation de RSF, connue pour son acharnement vis-à-vis de l'Algérie, a accusé l'ambassade, soulignant que l'Algérie dément formellement ces accusations. Pour le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, l'Algérie monte en épingle une petite et regrettable erreur pour se faire passer pour une victime de machination, ce qui n'a pas de sens. La justice algérienne a par ailleurs annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête préliminaire après les révélations de presse selon lesquelles l'Algérie fait partie des victimes du logiciel espion israélien Pegasus. Les organisations Forbidden Stories et Amnesty International ont obtenu une liste de 50 000 numéros de téléphone sélectionnés par les clients de NSO pour être potentiellement surveillés et l'ont partagé avec un consortium de 17 médias qui ont révélé son existence dimanche. La liste des cibles potentielles comprend les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise, d'après l'analyse du consortium qui en a localisé beaucoup au Maroc. En Libye à présent, la hausse des cas de la Covid-19 oblige les autorités à changer de stratégie. Une campagne de vaccination a démarré à proximité dans la capitale, Tripoli. Les détails dans cet élément. Pour cette campagne extraordinaire initiée par le ministère de la Santé, des structures provisoires ont été déployées dans 6 quartiers de Tripoli, la capitale. De longues files d'attente étaient visibles devant les tentes blanches dressées la veille. Les habitants de Tripoli, mais aussi les Libyens et étrangers de plus de 18 ans, sont incités depuis vendredi à se rendre dans un des sites indiqués, munis de leurs papiers d'identité et dans le respect des mesures de précaution sanitaire, a précisé un responsable. Le 11 juillet, les autorités ont été contraintes de fermer cafés et restaurants, ainsi que de suspendre les cours dans les universités et d'interdire les mariages et les rassemblements face à une augmentation des contaminations. Alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens ne dépassait pas les 400 depuis fin avril, une hausse rapide a été constatée ces derniers jours. Des chiffres records à l'échelle nationale de plusieurs milliers de nouveaux malades chaque jour, dû notamment à un plus grand nombre de tests, ont été enregistrés. Depuis le début de la pandémie, la Libye, pays de quelques 7 millions d'habitants, où les infrastructures sanitaires ont été fragilisées par la décennie de conflit, a officiellement recensé 229 604 cas de contamination, dont 3 344 décès. Près de 500 000 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne en avril. Des dizaines de milliers de Brésiliens sont à nouveau descendus dans les rues. Ils réclament la destitution du président Jair Bolsonaro pour sa gestion de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Le bilan de l'épidémie dans le pays dépasse les 500 000 morts. Reportage. Il s'agissait de la 4e journée de manifestation organisée depuis la fin mai par les partis de gauche et des syndicats contre le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Pendant que ses opposants défilaient, Jair Bolsonaro se promenait ostensiblement à moto, accompagné de plusieurs ministres dans les rues de la capitale Brasilia, saluant ses partisans. À Sao Paulo, des milliers de personnes se sont rassemblées dans l'après-midi sur une avenue du centre-ville, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Destitution maintenant ou Bolsonaro dehors ». À la tombée de la nuit, quelques incidents ont éclaté impliquant un groupe de manifestants radicaux qui ont attaqué une agence bancaire avant d'être dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène, selon des images de la télévision. À Rio, des milliers de personnes habillées en rouge et portant des masques ont également défilé. Dans les 400 villes où se tenaient des manifestations, les protestataires ont dénoncé le démarrage tardif de la campagne de vaccination au Brésil, le chômage massif et réclamé davantage d'aide pour les populations pauvres confrontées à la pandémie. Le Brésil a enregistré officiellement près de 550 000 morts liés au Covid.
Un bilan dépassé par les seuls États-Unis, dont la population est supérieure à 120 millions à celle du géant sud-américain. Le président français Emmanuel Macron, en visite depuis vendredi à Tokyo pour l'ouverture des Jeux Olympiques, s'est entretenu samedi avec le Premier ministre japonais. Il a ensuite rencontré quelques grands patrons d'entreprises nippones, dont celui de Nissan. Suivant. Emmanuel Macron et le Premier ministre japonais se sont rencontrés dans le palais néo-baroque d'Akasaka au cœur de Tokyo. Sur Twitter, Macron a vanté le partenariat d'exception unissant la France et le Japon. À l'heure où nous luttons tous contre le virus, où nous engageons la relance, ce partenariat est une force, a-t-il précisé. Dans une déclaration conjointe publiée après leurs entrevues, Macron et Yoshihide Suga ont rappelé l'importance de réaliser un Indo-Pacifique libre et ouvert, inclusif et fondé sur l'état de droit, alors que les ambitions de la Chine dans la région suscitent des inquiétudes, tant du côté japonais que parmi les puissances occidentales. Ils ont aussi évoqué la coopération franco-japonaise dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui n'est pas une contrainte, mais un vecteur d'innovation et de création d'emplois, et ont exprimé le souhait de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Sur le dossier épineux des enlèvements parentaux au Japon, le communiqué commun est laconique. La France et le Japon s'engagent à renforcer leur dialogue dans l'intérêt supérieur des enfants. Cette pratique tolérée et courante au Japon, où le principe de la garde partagée n'existe pas légalement, a été de nouveau médiatisé avec la grève de faim entamée il y a 2 semaines par Vincent Fichot, un Français résident à Tokyo qui n'a plus vu ses 2 enfants depuis que sa femme japonaise a quitté leur domicile avec eux il y a bientôt 3 ans. Le président français a ensuite vanté l'attractivité économique de la France auprès de quelques patrons de grandes entreprises japonaises conviés, dont le directeur général de Nissan. Dans la matinée, Macron a assisté au combat de la judokate française Shirin Boukli, catégorie des moins 48 kg, battue d'entrée par la Serbe Milica Nikolić. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.